Le Canada, reconnu pour son délicieux sirop d'érable et abritant presque tous les plus grands joueurs de hockey de tous les temps, est la deuxième plus grande nation sur Terre et, avec environ 2 millions de lacs, contient plus de 50% des lacs d'eau douce sur la planète. Pendant de nombreux milliers d'années, cette région était peuplée de nombreuses tribus indigènes de gens robustes capables de surmonter les hivers sévères et prolongés, prospérant et développant des cultures uniques. Les premières personnes non autochtones à s'installer au Canada et dans le Nouveau Monde en général, que nous connaissons avec certitude, étaient les Vikings. Ils ont construit une colonie à Terre-Neuve autour de 1000 après J.C. Il n'est pas clair pendant combien de temps cette colonie a été occupée ou s'il y en avait plus, mais finalement elle a été soit abandonnée, pillée, soit ses habitants ont succombé à la maladie ou se sont assimilés à la population locale, mais les théories abondent. Près de 500 ans plus tard, en 1497, l'explorateur italien Giovanni Caputo fut le premier Européen à explorer la côte de l'Amérique du Nord, la revendiquant pour la couronne anglaise. Peu de temps après, les Espagnols et les Portugais en firent de même, mais restèrent non appelés pour les chichies et les avant-postes de pêche basque construits jusqu'à ce que les Français arrivent. Cartier, qui revendiqua la terre pour la France en 1534, nomma le golfe et la rivière d'après la fête de Saint-Laurent, jour de son arrivée. Les Français ont appelé le territoire autour de la rivière Canada, d'après le mot autochtone pour établissement. Après plusieurs tentatives infructueuses d'établissement permanent succombant à la famine et à la maladie, les villes de Québec et Port-Royal ont été établies avec succès. Les colonies anglaises au sud se sont développées et de nouvelles colonies ont été établies à Terre-Neuve et au sud de la baie d'Hudson. Le commerce de la fourrure, en particulier en peau de castor, est devenu extrêmement lucratif car il est devenu le matériau préféré des fabricants de chapeaux et de vêtements d'hiver de luxe en Europe du Nord. Cela a fortement encouragé une nouvelle colonisation du Nord par les trappeurs de fourrure anglais et français cherchant à faire fortune. Les Français et les Anglais n'ont pas coexisté pacifiquement, les Français prenant temporairement une grande partie du territoire autour de la baie d'Hudson pendant la longue période connue sous le nom de guerre des castors. Non seulement les Européens sont devenus riches et influents grâce au commerce des peaux de castor, la confédération iroquoise de 6 puissantes tribus, armée d'armes à feu européennes, s'est d'abord alliée aux marchands hollandais, puis aux Anglais, pour attaquer agressivement les Français et la plupart des autres tribus indiennes de la région pour obtenir plus de fourrure. De nombreuses tribus se sont regroupées avec les Français pour stopper l'expansion iroquoise. La paix a été négociée après 72 ans de combats et de nombreuses vies indiennes perdues et peu de changements territoriaux. La région de la Nouvelle-France était composée de plusieurs colonies. Le Canada et la Louisiane étaient les plus grands, avec les plus petits plaisanciers et l'Acadie, que l'Empire britannique a obtenu des Français dans le traité d'Utrecht en 1713 dans un accord compliqué concernant la guerre de succession espagnole. Francis reconnaîtra la légitimité de la revendication de la Compagnie de la baie d'Hudson sur la terre de Rupert. Il est intéressant de noter que la Compagnie de la baie d'Hudson existe encore aujourd'hui, principalement en tant que propriétaire d'une chaîne de magasins de détail portant leur nom. Malgré leur territoire plus grand, les Français étaient de plus en plus surpassés par les colonies britanniques en pleine expansion qui les entouraient, avec une marge de 10 à 1, au moment du prochain conflit majeur entre les deux pendant la guerre de 7 ans ou la guerre franco-indienne comme elle est devenue connue dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Les Acadiens francophones ont été déportés loin des terres frontalières canadiennes, certains d'entre eux formant la base d'une grande partie de la population cajun de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans moderne. Les deux empires anglais et français ont envoyé des milliers d'infanteries régulières en Amérique du Nord pendant la guerre, soutenus par des milices locales et des tribus indiennes. Les Français grandement surpassés en nombre comptaient beaucoup sur leurs alliés indiens et résistaient aux Britanniques tôt dans la guerre jusqu'à ce que les Britanniques assiègent avec succès les villes de Québec et de Montréal. Malgré le fait que les Français aient plus tard défait les Britanniques dans une bataille rangée, ils n'ont pas réussi à reprendre leur capitale. Dans le traité qui a mis fin à la guerre peu de temps après, la France a cédé le Canada à la Grande-Bretagne tout en donnant le territoire de la Louisiane à son allié, l'Espagne. Il est important de noter qu'à cette époque, une grande partie des régions non côtières de l'Amérique du Nord étaient encore largement non peuplées,
de nombreuses tribus autochtones étant fortement épuisées par la guerre et les maladies invasives auxquelles elles avaient peu d'immunité. Avec une population d'environ 3 millions, les colonies américaines ont mené une rébellion réussie contre la couronne britannique un peu plus d'une décennie plus tard. Les Américains ont tenté et échoué à prendre Québec, qui est resté fidèle à la Grande-Bretagne. Après la guerre, de nombreux loyalistes britanniques se sont installés au nord au Canada. Au cours de musique, le Canada est connu pour son délicieux sirop d'érable et est le foyer de presque tous les plus grands joueurs de hockey de tous les temps. C'est la deuxième plus grande nation sur Terre et avec environ 2 millions de lacs, elle contient plus de 50% des lacs d'eau douce de la planète. Pendant de nombreux millénaires, cette région était peuplée de nombreuses tribus indigènes de personnes robustes capables de surmonter les hivers sévères et prolongés, prospérant et développant des cultures uniques. Les premières personnes non autochtones à s'installer au Canada et dans le Nouveau Monde en général que nous connaissons avec certitude étaient les Vikings. Ils ont construit une colonie à Terre-Neuve vers 1000 après J.C. Il n'est pas clair combien de temps exactement cette colonie a été occupée ou s'il y en avait plus, mais finalement elle a été abandonnée, pillée ou ses habitants ont succombé à la maladie ou se sont assimilés à la population locale. Les théories abondent. Près de 500 ans plus tard, en 1497, l'explorateur italien Giovanni Caputo fut le premier Européen à explorer la côte de l'Amérique du Nord, la revendiquant pour la couronne anglaise. Peu après, les Espagnols et les Portugais en firent de même, mais restèrent non colonisés pour Chichi et les avant-postes de pêche basque construits jusqu'à ce que les Français arrivent. Hugh Cartier revendiqua la terre pour la France en 1534. Il nomma le golfe et la rivière en l'honneur de la fête de Saint-Laurent, le jour de son arrivée. Les Français appelèrent le territoire autour de la rivière Canada, d'après le mot autochtone pour établissement. Après plusieurs tentatives infructueuses d'établissement permanent succombant à la famine et à la maladie, les villes de Québec et Port-Royal furent établies avec succès. Par 1670, les colonies anglaises au sud s'étaient étendues et de nouvelles colonies avaient été établies à Terre-Neuve et au sud de la baie d'Hudson. Le commerce des fourrures, en particulier des peaux de castor, est devenu extrêmement lucratif car il est devenu le matériau préféré des chapeliers et des vêtements d'hiver de luxe en Europe du Nord. Cela a grandement encouragé une colonisation plus au nord par les trappeurs de fourrure anglais et français cherchant à faire fortune. Les Français et les Anglais ne coexistaient pas pacifiquement, les Français prenant temporairement une grande partie du territoire autour de la baie d'Hudson pendant la longue période connue sous le nom de guerre du Castor. Non seulement les Européens sont devenus riches et influents grâce au commerce des peaux de castor, mais la confédération iroquoise de 6 puissantes tribus, armée de fusils européens, s'est initialement alliée aux marchands néerlandais, puis aux Anglais, pour attaquer agressivement les Français et la plupart des autres tribus indiennes de la région pour obtenir plus de fourrure. Beaucoup de ces tribus se sont unies aux Français pour arrêter l'expansion iroquoise. La paix a été négociée après 72 ans de combats et beaucoup de vies indiennes perdues et peu de changements territoriaux. La région de la Nouvelle-France était composée de plusieurs colonies. Le Canada et la Louisiane étaient les plus grandes, avec les plus petites places Yenness et l'Acadie, que l'Empire britannique a obtenu des Français dans le traité d'Utrecht en 1713 dans un accord compliqué concernant la guerre de succession d'Espagne. Francis a reconnu la légitimité de la revendication de la Compagnie de la baie d'Hudson sur la terre de Rupert. Fait intéressant, la Hudson Bay Company existe toujours aujourd'hui, principalement en tant que propriétaire d'une chaîne de magasins de détail portant leur nom. Malgré leur territoire plus grand, les Français sont devenus de plus en plus minoritaires face aux colonies britanniques en croissance rapide qui les entourent, par une marge de 10 à 1, au moment du prochain conflit majeur entre les deux, pendant la guerre de 7 ans ou la guerre franco-indienne, comme elle est devenue connue dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Les Acadiens francophones ont été déportés loin des terres frontalières canadiennes, certains d'entre eux formant la base de la population cajun de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans moderne. Les empires anglais et français ont envoyé des milliers d'infanteries régulières en Amérique du Nord pendant la guerre, soutenus par des milices locales et des tribus indiennes. Les Français, largement en infériorité numérique, comptaient beaucoup sur leurs alliés indiens et résistaient aux Britanniques au début de la guerre,
jusqu'à ce que ces derniers assiègent avec succès les villes de Québec et de Montréal. Malgré la défaite des Britanniques par les Français lors d'une bataille acharnée, ils n'ont pas réussi à reprendre leur capitale. Le traité qui a mis fin à la guerre peu après a vu la France céder le Canada à la Grande-Bretagne tout en donnant le territoire de la Louisiane à son allié l'Espagne. Il est important de noter qu'à cette époque, une grande partie des zones non côtières de l'Amérique du Nord étaient encore largement inhabitées, avec de nombreuses tribus autochtones fortement appauvries par la guerre et les maladies invasives contre lesquelles elles avaient peu d'immunité. Avec une population d'environ 3 millions, les colonies américaines ont mené une rébellion réussie contre la couronne britannique un peu plus d'une décennie plus tard. Les Américains ont tenté et échoué à prendre Québec, qui est resté loyal à la Grande-Bretagne. Après la guerre, de nombreux loyalistes britanniques se sont installés au nord, au Canada. Pendant la guerre suivante de 1812, les armées britanniques et américaines musiquent le Canada, connu pour son délicieux sirop d'érable et abritant presque tous les plus grands joueurs de hockey de tous les temps, est la deuxième plus grande nation de la Terre et contient environ 2 millions de lacs, soit plus de 50% des lacs d'eau douce de la planète. Pendant de nombreux millénaires, cette région était peuplée de nombreuses tribus indigènes, des personnes robustes capables de surmonter les hivers sévères et longs, de prospérer et de développer des cultures uniques. Les premières personnes non autochtones à s'installer au Canada et dans le Nouveau Monde en général, que nous connaissons avec certitude, étaient les Vikings. Ils ont construit une colonie à Terre-Neuve autour de 1000 après Jésus-Christ. Il n'est pas clair combien de temps cette colonie a été occupée, ou s'il y en avait plus, mais finalement elle a été abandonnée, pillée ou ses habitants ont succombé à la maladie ou se sont assimilés à la population locale, mais les théories abondent. Près de 500 ans plus tard, en 1497, l'explorateur italien Giovanni Caputo fut le premier Européen à explorer la côte nord-américaine, la revendiquant pour la couronne anglaise. Peu de temps après, les Espagnols et les Portugais feraient de même, mais resteraient sans appel pour les chichis et les avant-postes de pêche basque, construits jusqu'à ce que les Français arrivent. Hugues Cartier revendique la terre pour la France en 1534. Il nomme le golfe et la rivière en l'honneur de la fête de Saint-Laurent, jour de son arrivée. Les Français appellent le territoire autour de la rivière Canada, d'après le mot autochtone pour colonie. Après plusieurs tentatives infructueuses de colonisation permanente, victimes de la faim et de la maladie, les villes de Québec et Port-Royal sont établies avec succès. Les colonies anglaises du Sud se sont développées et de nouvelles colonies ont été établies à Terre-Neuve et au sud de la baie d'Hudson. Le commerce de la fourrure, en particulier en peau de castor, est devenu extrêmement lucratif, car il est devenu le matériau préféré des chapeliers et des vêtements d'hiver de luxe en Europe du Nord. Cela a grandement encouragé une colonisation plus nordique par les trappeurs de fourrure anglais et français cherchant à faire fortune. Les Français et les Anglais ne coexistaient pas pacifiquement, les Français prenant temporairement une grande partie du territoire autour de la baie d'Hudson pendant la longue période connue sous le nom de guerre du Castor. Non seulement les Européens sont devenus riches et influents grâce au commerce des peaux de castor, mais la confédération iroquoise de 6 puissantes tribus, armée de fusils européens, s'est initialement alliée aux marchands hollandais, puis aux Anglais, pour attaquer agressivement les Français et la plupart des autres tribus indiennes de la région afin d'obtenir plus de fourrure. De nombreuses tribus se sont regroupées avec les Français pour arrêter l'expansion iroquoise. La paix a été négociée après 72 ans de combats et de nombreuses vies indiennes perdues et peu de changements territoriaux. La région de la Nouvelle-France était composée de plusieurs colonies. Le Canada et la Louisiane étaient les plus grands, avec les plus petits Plassins et Acadie, que l'Empire britannique a obtenu des Français et du traité d'Utrecht en 1713 dans un accord complexe concernant la guerre de succession d'Espagne. Francis reconnaît la légitimité de la revendication de la Compagnie de la baie d'Hudson sur la terre de Rupert. Fait intéressant, la Compagnie de la baie d'Hudson existe encore aujourd'hui, principalement en tant que propriétaire d'une chaîne de magasins de détail portant leur nom. Malgré leur territoire plus grand, les Français deviennent de plus en plus minoritaires face aux colonies britanniques en pleine croissance qui les entourent, à une marge de 10 contre 1, au moment du prochain conflit majeur entre les deux, pendant la guerre de 7 ans ou la guerre franco-indienne,
comme elle est devenue connue dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Les Acadiens francophones sont déportés loin des terres frontalières canadiennes, certains d'entre eux formant la base de la majeure partie de la population cajun de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans moderne. Les empires anglais et français envoient des milliers d'infanteries régulières en Amérique du Nord pendant la guerre, soutenus par des milices locales et des tribus indiennes. Les Français, largement inférieurs en nombre, dépendent beaucoup de leurs alliés indiens et résistent aux Britanniques au début de la guerre, jusqu'à ce que les Britanniques assiègent avec succès les villes de Québec et de Montréal. Malgré la défaite ultérieure des Britanniques par les Français lors d'une bataille rangée, ces derniers ne parviennent pas à reprendre leur capitale. Dans le traité qui met fin à la guerre peu de temps après, la France cède le Canada à la Grande-Bretagne tout en donnant le territoire de la Louisiane à son allié, l'Espagne. Il est important de noter qu'à cette époque, une grande partie des zones non côtières de l'Amérique du Nord étaient encore largement inhabitées, avec de nombreuses tribus autochtones fortement épuisées par la guerre et les maladies invasives contre lesquelles elles avaient peu d'immunité. Avec une population d'environ 3 millions d'habitants, les colonies américaines ont mené une rébellion réussie contre la couronne britannique un peu plus d'une décennie plus tard. Les Américains ont tenté et échoué à prendre Québec, qui est resté fidèle à la Grande-Bretagne. Après la guerre, de nombreux loyalistes britanniques se sont installés au nord, au Canada. Lors de la guerre de 1812, les Américains tentent à nouveau d'envahir le Canada, cette fois à partir du Niagara, mais sont repoussés. À la fin de cette guerre, le Canada est resté sous le contrôle britannique. Au cours du XIXe siècle, l'expansion vers l'ouest s'est accélérée. La Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, concurrentes, ont été les principales forces d'exploration et de colonisation de ces régions éloignées. Les explorateurs britanniques et français, ainsi que des commerçants et des trappeurs, ont été les premiers Européens à s'aventurer dans ces régions sauvages. La colonisation s'est également intensifiée à la suite de la découverte de l'or dans la région de la Colombie-Britannique dans les années 1850. En 1867, le Canada devient une confédération. Les 4 premières provinces sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario. La Colombie-Britannique rejoint la Confédération en 1871, suivie par l'île du Prince-Édouard en 1873, le Manitoba en 1870, la Saskatchewan et l'Alberta en 1905, Terre-Neuve en 1949, le Yukon en 1898, les territoires du Nord-Ouest en 1870 et le Nunavut en 1999. À partir de la fin du XIXe siècle, le Canada a commencé à développer une identité propre, distincte de celle de la Grande-Bretagne. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 a établi le Canada comme un dominion autonome au sein de l'Empire britannique. Le pays a lentement acquis davantage d'autonomie et a finalement obtenu une indépendance complète avec la ratification du statut de Westminster en 1931. Depuis lors, le Canada a été un membre actif de la communauté internationale et a joué un rôle important dans diverses initiatives mondiales, notamment en tant que membre fondateur de l'ONU et de l'OTAN. En outre, le Canada a accueilli plusieurs événements sportifs internationaux, dont les Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary et les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Aujourd'hui, le Canada est reconnu comme une nation bilingue et multiculturelle, avec 2 langues officielles, l'anglais et le français, et une diversité ethnique considérable. Il a une économie forte et diversifiée, avec une expertise dans des domaines allant de l'exploitation minière et du pétrole à la technologie et aux services financiers. Le Canada est également réputé pour son engagement envers les droits de l'homme, la paix et la sécurité mondiale.